Bonjour, je m'appelle Alexandre et vous écoutez Drop the Mic, le podcast de Comptalib qui décortique les parcours d'entrepreneurs. Dans ce tout premier numéro, j'ai la chance de recevoir David Carasso, le très sympathique CEO d'AssureUp. Il me raconte l'envie d'entreprendre qui l'a toujours habité depuis son plus jeune âge, l'influence de sa famille, pas toujours de bons conseils mais cependant crucial, et la nécessité d'avoir une motivation à toute épreuve avant de se lancer. Un grand merci pour votre curiosité, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Bonjour David. Salut Alexandre, Ça va? très bien et toi? Ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir et puis, pour commencer, est-ce que tu pourrais, te présenter toi, s'il te Bien sûr. plaît? Et évidemment aussi, AssureUp, ton entreprise? OK, je suis, David Carasso, j'ai 33 ans. J'ai un profil, on va dire, assureur, de base puisque j'ai fait, mes études, à l'ENAS, à l'École nationale des assurances. J'ai travaillé, dans différentes compagnies d'assurance, comme AXA, Groupama ou différents courtiers. Et puis après mes études, j'ai monté une start-up qui avait rien à voir avec les assurances, c'était un comparateur de chauffeurs privés. Et puis D'accord. c'est à travers cette expérience-là que je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique d'assurance pour les startups initialement. Elle s'appelait Et comment cette ouais. boîte-là? Comment? Elle s'appelait comment cette boîte-là? La première boîte s'appelait Quel chauffeur? D'accord. Voilà, donc c'était une application mobile, un comparateur de chauffeurs privés d'Uber en France. Et si tu veux, j'ai eu du mal à m'assurer pour cette boîte-là. Et je me suis dit, bon, bah, si moi je galère à m'assurer pour ma boîte alors que je suis assureur de formation, je pense qu'il y a beaucoup de start qui doivent être dans le même cas que moi. Et du coup, c'est là qu'est née l'idée d'assureur. D'accord et du coup AssureUp, concrètement, c'est quoi? Alors, initialement, AssureUp, c'était la solution d'assurance pour les startups. Donc, on faisait du sur-mesure pour couvrir parfaitement les startups, puisque comme tu le sais, les startups innovent, donc inventent des nouveaux services, des nouveaux produits. Donc, il n'y avait pas de contrat d'assurance qui existait sur le marché pour couvrir parfaitement les risques de ces boîtes-là, d'où un besoin de sur-mesure. Donc, on a commencé comme ça. Et d'ailleurs, AssureUp, c'est la contraction de Assurance Startup. Et en 2017, on a fait une première levée de fonds d'un peu plus d'1 million d'euros qui nous a permis justement de digitaliser tous ces process-là et d'élargir notre cible à toutes les TPE, PME, donc du freelance à la boîte qui fait environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà. OK, super. Avant de lancer la suite et d'entrer un peu plus dans le détail, j'aimerais te demander, est-ce que tu pourrais nous donner 3 mots qui pour toi représentent bien, ton parcours et ta vie d'entrepreneur? Le premier mot qui me vient à l'idée, c'est résilience. Voilà, faut jamais rien lâcher. Et puis le deuxième mot, je dirais que c'est rebond, qui va bien avec résilience, que du coup, faut savoir aussi rebondir parfois. On est confronté à des échecs quotidiens, à des remises en question. Il faut savoir se poser les bonnes questions justement pour pouvoir rebondir. Et puis le dernier mot, je finirai avec bonheur, puisque du coup, c'est vraiment un bonheur au quotidien d'entreprendre, d'innover, d'inventer, de créer tout simplement. Et moi, c'est ce qui me passionne, quoi, créer des nouvelles choses. Et voilà, c'est mes trois mots clés. Est-ce que tu pourrais nous raconter tout ce qui t'a amené à devenir entrepreneur? De l'enfance, si c'est, à l'enfance que tes premières envies, sont nées, à l'adolescence, si tu as monté des projets étant adolescent ou, peut-être que c'est arrivé plus tardivement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir vraiment toutes les étapes qui ont participé à créer l'entrepreneur que tu es, aujourd'hui. OK. Effectivement, j'ai toujours voulu entreprendre depuis le plus jeune âge puisque, du coup, j'ai tout de suite, voulu ouvrir en fait un magasin, dès mes 18 ans, après le bac. En fait, je voulais pas faire d'études, particulières et je voulais tout de suite rentrer dans la vie active, OK. et je voulais ouvrir, voilà, je disais à mes parents, voilà, j'aimerais vraiment ouvrir un magasin de basket, parce que pour moi, c'était assez facile d'accès, entre guillemets, et que je savais qu'on n'avait pas besoin de diplôme particulier, même si c'est toujours bien d'en avoir. Mais je savais que voilà, qu'avec un peu de travail, avec des boulots à gauche, à droite, je pouvais mettre un peu d'argent de côté et payer mon premier loyer. Donc, voilà, c'était ma première envie, sauf qu'au final, après le bac, ça s'est pas passé comme prévu, puisque du coup,
m'étais inscrit quand même à la fac à Dauphine. Et une semaine avant la rentrée, pour la petite histoire, j'ai une mère très présente, on va dire, dans ma vie perso comme pro. Et du coup, elle pensait que la fac n'était pas pour moi parce qu'effectivement, voilà, au collège, au lycée, j'étais pas forcément très assidu, on va dire. Bon, j'étais dans la moyenne, mais voilà, j'étais pas, on va dire que j'étais pas le premier de la classe au premier rang, si tu vois ce que je veux dire. Je vois totalement le genre. OK. Et du coup, elle me dit: «Voilà, écoute, Dauphine, c'est très bien, mais c'est une fac et j'ai bien peur que pour toi, ça le fasse pas». Du coup, je me suis renseigné et j'étais inscrit à la pré-rentrée d'une école d'expertise comptable. Va savoir pourquoi elle a voulu m'inscrire dans une école d'expertise comptable. Et elle me dit: «Vas-y, va faire le premier jour, tu regardes si ça te plaît. Si ça te plaît, on réfléchit et si ça te plaît pas, bon, tu feras Dauphine». Et du coup, je vais au premier jour, ça me plaît pas. Et du coup, je rentre à la maison et je lui dis, bah écoute, j'ai pas accroché plus que ça. Je préfère faire Dauphine. Il y a tous mes copains là-bas. C'est à côté de chez moi. Enfin tout était bien pour Dauphine. Et elle me dit, bah écoute, j'ai payé l'année. Du coup, c'est compliqué. Faut que tu et du coup, je lui dis: «Non, mais c'est pas possible, voilà, ça me plaît pas». Bon, au final, j'écoute ma mère parce que je suis un enfant, gentil et et à l'écoute. Et du coup, je fais quand même cette année-là, mais l'année un jour comme un an, ça change rien et j'accroche pas du tout avec la compta, même si aujourd'hui, tu vois, je suis obligé d'en faire, et d'avoir quelques maîtrises quand même. Mais et du coup, voilà comment je suis rentré dans le monde de l'assurance. Que du coup, tout de suite après cette année-là, j'ai discuté avec cette fois des amis de mon père qui étaient, qui étaient courtiers, enfin surtout un qui était courtier en assurance et qui me disait: «Écoute, c'est génial le métier de courtier, tu bosses 3 ans et après, tu plus rien à faire, ça tourne tout seul». J'ai dit: «Bon, c'est génial, le gars va au golf 3 jours par semaine, voilà, il a l'air plutôt d'être quelqu'un de détente et ça fonctionne très bien pour lui financièrement». Donc je me suis dit: «Bon, je vais peut-être creuser ce côté-là». Et du coup, je me suis inscrit à l'ENAS, mais toujours dans le but d'entreprendre. Ça veut dire que l'ENAS, c'est l'École nationale des assurances à la Défense. Mais c'était toujours dans le but d'entreprendre. Voilà, je voulais pas être actuaire, ni souscripteur, ni bosser en compagnie. Voilà, j'ai fait cette école pour justement entreprendre. Et je me suis dit, si il y a des gars de 50, 60 ans qui bossent 2 jours par semaine, qui arrivent à faire des belles boîtes et qui sont un petit peu à l'ancienne, on va dire, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire avec le digital, les nouvelles technologies, etc. Donc je me suis dit, bon, mets-toi dans ce milieu-là et puis tu resteras à l'écoute des opportunités. Et puis à la fin de mes études, comme je t'ai dit, j'ai monté cette fois une autre boîte, Quel Chauffeur, qui avait rien à voir avec les assurances, mais ça m'a permis de, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de mieux entreprendre pour AssureUp et de gagner du temps et d'éviter certains écueils, justement. Donc, si j'ai bien compris, en fait, dès le lycée, toi, tu avais pas du tout envie de faire des études et tu voulais lancer ta boîte d'une façon ou d'une autre. Mais du coup, qu'est-ce qui te... En fait, c'était pas parce que tu avais pas envie de faire des études ou parce que tu avais pas envie, tu étais pas attiré par le salariat ou le Bah, fait d'être employé? Qu'est-ce qui était ton moteur finalement? C'était un peu des 2 puisque si tu veux, l'école, ça me plaisait pas plus que ça. Ça veut dire que déjà j'ai toujours voulu être indépendant, j'ai toujours voulu être autonome. Et pour ça, je me suis dit que «être à mon compte» entre guillemets, ça pourrait m'aider justement, à y arriver. D'accord. Et au-delà de ça, à côté de l'école, c'est vrai que j'étais pas hyper fan. J'ai jamais été, très fan, on va dire, de l'autorité, du rapport professeur-élève, alors qui des fois est très sain, mais qui peut des fois mal être pris voilà, par certains élèves. Ou en tout cas, voilà, j'avais pas cet intérêt particulier aux études, même si au final j'ai fait un bac plus 5 et voilà. Mais j'ai fait toutes mes études en alternance, ce qui m'a permis d'avoir justement ce juste milieu qui m'était cher. D'accord. La famille aussi a beaucoup compté pour toi? En Oui, tout oui. cas, tu influencé peut-être en te forçant ou peut-être juste parce que voilà, c'est des avis que tu prends en compte. Est-ce que dans ta famille, il y a il y a déjà un passé d'entrepreneuriat?
Bah, écoute, contrairement à moi, dans ma famille, on est très, études en fait, puisque, du coup, mon père a fait, des supers études, Centrale Paris, mon frère les Ponts et Chaussées, mon frère a entrepris au final, directement aussi après ses études, et mon père, a toujours été salarié dans des grosses boîtes, des directions, commerciales de grands groupes et au final, il a entrepris, voilà, il y a 2 ans il nous a suivis, mon frère et moi et du coup, il est très heureux et il est très content d'avoir fait ce choix-là. Et OK. c'est un entrepreneur sur le tard, mais un très bon entrepreneur, parce que du coup, sa boîte qui s'appelle DigiSearch, je fais un peu de pub au passage, fonctionne très bien et il a une boîte de recrutement, voilà, dans les métiers du digital et de la tech. Et mon frère a revendu déjà une première boîte de marketing digital à un groupe coté et il vient de monter une deuxième boîte, Splasher, à mon avis, tu connais, qui fait de la vidéo pour les boîtes de la tech, notamment sur les réseaux sociaux. Voilà, donc une famille au final d'entrepreneurs et ma sœur qui va s'installer en tant qu'experte comptable cette fois. Moi, j'ai pas accroché, mais elle a accroché sur D'accord. le métier. Et du coup, on a hâte qu'elle s'installe pour bosser avec elle. Voilà. OK. Est-ce que tu penses qu'il y a un gène de l'entrepreneur ou c'est plutôt quelque chose qui s'acquiert? Bah, il y a peut-être un gène, parce que du coup, en plus, je sais même pas parler de ma mère, mais ma mère a une pharmacie aussi, donc du coup, elle est aussi un peu entrepreneuse pour le coup, enfin OK, commerciale. finalement tout le monde est entrepreneur Voilà, quasiment. au final, tout le monde est entrepreneur chez nous, donc je me demande s'il n'y a pas un gène entrepreneur, mais en tout cas, c'est quelque chose, ça s'apprend sur le terrain aussi. Ça veut dire que voilà, il faut avoir une condition, je pense, de base, une volonté de base, et après, voilà, on apprend énormément de choses sur le terrain, comme on dit. Et justement à partir de quel moment on se lance? Enfin, comment vient l'envie ou à quel moment on décide de monter sa boîte? Combien de temps ça prend? Qu'est-ce qui est important, d'abord l'envie ou d'abord l'idée, de l'entreprise en tant que telle? Bah, déjà, si tu as pas une envie, très, très forte, très profonde, faut laisser tomber parce que, au démarrage, c'est très difficile. Moi, tu vois, j'ai bossé, j'avais un petit 2 pièces, je dormais dans une pièce, je bossais, dans l'autre. Au début, je fermais la porte à clé quand j'avais mes premiers stagiaires, genre c'était une pièce fermée, OK. tu vois? Et au début, tu vois, c'est pas facile. Tu sors pas pendant 4 5 jours, de chez toi, tu vois, tu te lèves, tu dors, tu bosses, tu manges, tu te lèves, tu dors, tu vois, les journées se ressemblent et c'est au début, il y a pas de cash qui rentre, c'est difficile, donc il faut avoir aussi un peu d'argent de côté, ou sinon des fois quand tu as été salarié juste avant, tu peux bénéficier du chômage pour t'aider à te lancer. Heu Mmh. et voilà, c'est financièrement, psychologiquement parlant et il faut rien lâcher sur les premiers mois, c'est les plus durs, voire les premières années et du coup, faut comme je te disais, la résilience, c'est très important pour pouvoir surmonter tout ça, quoi. Mais combien de temps ça prend de faire ce travail qu'il faut prendre pour se décider à se lancer enfin? Bah, il faut pas foncer non plus la tête baissée. Alors faut une fois que tu es prêt, tu es sûr, faut y aller à fond, mais faut quand même, je dirais, 4 à 6 mois vraiment poser le truc, se D'accord. dire voilà, vraiment, mettre en place un business plan, tu mets en place vraiment toute une stratégie, tu réfléchis à tout ce que tu peux faire, comment tu vas le faire, dans quel timing, de qui tu vas t'entourer, voilà, donc ça prend un peu de temps mais ça, c'est quelque chose que tu fais plus quand tu montes une deuxième, troisième, quatrième boîte parce que du coup, tu as un petit peu cette méthodologie mais au début, bah, tu apprends sur le tas, voilà, OK. ça prend vraiment du temps, tu vois? Par exemple, moi, ma première boîte, elle a vraiment jamais décollé en quelques années et ça nous a plus coûté que rapporté, au final. Mmh. Alors après, ça nous a rapporté beaucoup plus, au niveau, expérience, évidemment, donc je regrette rien là-dessus, mais on va dire que c'est de plus en plus rapide en fonction, voilà, de ton expérience, entrepreneuriale. OK, mais pour toi qui avais, dès le très jeune âge, envie d'entreprendre, est-ce que tu t'es dit c'est à partir du moment où tu t'es dit: «Bon, je me lance», que tu as commencé à réfléchir à l'idée qui allait devenir, ta première boîte? Ou est-ce que tu as attendu d'avoir une bonne idée pour te dire: «Ah c'est bon, là maintenant je peux me lancer»? Bah, en fait, si tu veux, au début, j'ai cherché une idée. Heu, OK. voilà, sur ma première boîte, je me suis dit: «Vas-y, j'ai envie d'entreprendre»,
voilà, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui marche en ce moment, c'est quoi les nouveaux métiers, ouais, je voyais Uber qui venait d'arriver, Mais tu donc cherchais cette idée en parallèle de d'autres jobs ou de ta vie d'étudiant ou ouais, tu t'es donné un moment où tu étais 100 disponible pour chercher cette idée-là? non, 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 j'ai eu cette idée quand je bossais, tu vois, OK, entre-temps, j'ai bossé, comme je te disais, dans différentes compagnies, courtiers et puis j'ai pris le temps de réfléchir à ça, non, non, c'est quelque chose qui a été fait en parallèle, on va dire, et OK, voilà, donc c'est voilà. OK et donc tu parlais de résilience tout à l'heure. Comme enfin, concrètement, tu as eu beaucoup d'échecs dans tes débuts d'entrepreneuriat? Ah, j'estime que, c'est un échec ma première boîte, ça a été un échec, «financier» entre guillemets, puisque du coup, j'ai pas trouvé de rentabilité à ce modèle-là, ou en tout cas assez forte pour pouvoir, continuer, en vivre et développer une boîte, structurante là-dessus. Donc heu oui et non, j'ai envie de te dire. Pourquoi oui et non? Bah, alors pourquoi oui et non? Parce que, déjà, oui dans le sens où, financièrement, j'avais X euros, sur mon compte en banque et et j'ai fini à zéro en fait. Donc là, financièrement, c'est assez clair. Mais après, intellectuellement parlant, par expérience, pour tous ces sujets-là, j'ai appris énormément et je suis sûr que Assur'Up n'en serait pas là aujourd'hui si j'avais pas eu cette expérience, de ma précédente boîte, puisque c'est justement avec les échecs qu'on apprend à se relever et qu'on apprend justement à éviter tous les différents écueils de l'entrepreneuriat. Donc sur on va dire, au final, globalement, non, je suis très très heureux d'avoir réalisé cette première aventure-là. Et pour moi, ce n'est pas un échec, au contraire. Donc oui, on a perdu quelques plumes, mais ça nous a permis de grandir et justement de voler nos propres ailes à terme. Donc aucun regret et au contraire, très très bonne expérience. Est-ce que ça fait vraiment partie du processus normal de se planter ou de faire des erreurs pour ensuite se relever et Bah, je pense que rares sont les primo-entrepreneurs qui montent, on va dire, une boîte d'envergure nationale, voire internationale. Enfin, tu mmh vois, une boîte assez importante. On dit, je crois que 80-90% des entrepreneurs qui ont une boîte qui tourne, bah, ont déjà ouais. des échecs entrepreneuriaux avant. Donc, je dirais que ça peut exister. C'est sûr que ça existe, mais ça doit être très très rare à mon avis. Mais est-ce qu'on en a conscience quand on est, en plein dedans, dans sa Non, première entreprise? non, 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 pas du tout. Donc on y croit, on s'accroche Ah ouais, tu crois à fond. Bah et si, c comment on crois, fait pour gérer malgré tout, bah, le fait qu'on se plante presque naturellement ou alors qu'il y a des choses qui soient pas faites comme on l'espérait? bah écoute, c'est comme je te disais, ça peut être très dur psychologiquement parce que tu y crois beaucoup, tu te donnes à fond, tu mets tout ce que tu as dans ta poche pour que ça fonctionne, tu t'investis énormément humainement parlant, et quand ça fonctionne pas, oui, c'est un gros choc et il faut savoir se relever, il faut savoir rebondir. Et ce que je te disais tout à l'heure, le deuxième mot après résilience qui me venait, c'était rebond, parce que du coup, je pense que savoir rebondir, il faut que ça soit vraiment dans l'ADN de l'entrepreneur parce que même dans une seule boîte, hein, c'est-à-dire que des fois, tu peux changer de business model, tu peux changer de type de client, tu peux avoir une problématique réglementaire, fiscale, juridique, et tu as besoin de rebondir, d'avoir de nouvelles idées Mmh. rapidement, efficacement. Et ça, c'est très important pour garder le cap, quoi. C'est facile de rebondir? Non, enfin facile, j'ai envie de te dire, c'est après le rebond que tu sais quoi, Ouais, normal. non, c'est pas forcément facile, ça dépend des problématiques, hein. Si tu avais pas eu l'idée d'AssureUp pendant que tu étais, encore, occupé à monter ton ancienne, entreprise, est-ce que tu aurais marqué une pause entre les 2 entreprises? Est-ce que tu te serais retiré de l'entrepreneuriat? Là, moi, j'ai l'impression que ça s'est très bien enchaîné et même, les 2 se sont un peu superposés. Si ça avait pas été le cas, est-ce que ça aurait pu, bah, te faire entrer dans le rang, redevenir un Mais figure salarié, figure-toi que je me suis jamais posé la question. et OK. heu et je pense que non, que j'aurais essayé quand même de monter autre chose ou
j'aurais peut-être bossé en tant que salarié, hein, dans d'autres boîtes, mais à terme, j'aurais réentrepris parce que c'est quelque chose que j'ai au plus profond de moi et j'aime créer, j'aime innover, j'aime construire et c'est quelque chose qui m'apaise même au quotidien. Donc voilà, j'ai besoin de ça, même physiquement. OK. Depuis quand tu as cette fibre? Bah, j'ai envie de te dire, depuis, très jeune puisque alors je sais pas si je peux raconter ce type d'histoire, j'espère que tu es bien assis, mais non, mais depuis tout petit puisque même à l'école primaire, je pense que j'ai alors, en toute modestie, hein, évidemment, mais j'avais peut-être trouvé le business model de YouTube, avant YouTube, puisque du coup, voilà, j'étais, on va dire un garçon un petit peu turbulent et du coup avec mes copains on avait eu la sombre idée d'imprimer parce qu'à l'époque on imprimait il n'y avait pas de vidéos genre comme ça de photos on va dire assez sexy et on allait voir des copains dans la cour d'école en leur disant voilà tu payes 1 franc et tu as le droit de voir la photo donc on était déjà voilà pay per view comme on dit euh, et, euh, et du coup, Ça rapportait beaucoup? ah, ça rapportait beaucoup puisque du coup, avec cet argent-là, bah, du coup, j'ai pu réinvestir. Tu vois, comme quoi j'ai des réflexes d'entrepreneur. Parce que du coup, je réinvestissais en achetant des bonbons, figure-toi, et en louant la petite cuisinière de ma petite sœur. Donc, du coup, avec mon frère, Mmh. avec cet argent-là, on allait acheter des bonbons à l'épicier du coin. On faisait des petits sachets qu'on revendait 5 ou 10 fois le prix et on allait dans la cour d'école donc on utilisait la cuisinière de ma sœur pour faire notre petit mélange et voilà et on était très contents de ça et puis après on revendait ça dans la cour d'école et donc du coup on faisait fructifier cet argent et donc du coup voilà avec mon frère ça nous a pas raté et au final bah, on a tous les deux entrepris donc comme quoi ça vient depuis le plus jeune âge je pense pardon. L'argent, c'était pour, s'acheter encore plus de bonbons et les consommer ou? Non, 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 c'était vraiment pour, je sais même pas ce qu'on en faisait au final. Je pense qu'on les mettait de côté. On avait, une petite tirelire où on mettait tout dedans. C'était l'appât du gain. Voilà, c'est ça. C'était l'appât du gain. C'était, on avait un pour nous, c'était, faire de l'argent, c'est vraiment quelque chose de, tu sais, en France, des fois, c'est mal vu de faire de l'argent aux US, c'est plutôt, «Waouh, tu as réussi, à faire de l'argent, c'est génial, comment tu as pu faire ça?» et cetera et puis on t'admire, tu vois? Et Mmh. et nous, on était plus dans cet état d'esprit-là, c'est qu'on avait un challenge, c'est que nous, faire de l'argent, c'était réussir, et donc si on réussissait, bah, c'était cool, et on avait plus d'argent que nos copains, du coup, bah, on pouvait s'acheter plus de choses, on pouvait, bah, tu vois, payer sa tournée à la machine, tu vois, et du coup, on était un peu les stars de la cour de récré. Mais donc voilà, non, c'était pas spécialement pour m'acheter des choses, mais c'était plus Mmh. pour moi, Pour j'assimile la gratification personnelle. faire de l'argent égale pour moi aussi réussite. Alors évidemment, on peut réussir C'est toujours le cas? bah, c'est le but d'une entreprise commerciale, hein, c'est de faire le plus de chiffre d'affaires possible. Donc oui, c'est toujours le cas. Moi, j'ai un objectif, c'est évidemment de faire un maximum de chiffre d'affaires. Mais après, j'ai évidemment plein d'autres objectifs, hein. On a déjà une vingtaine de salariés. On vit vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, hein. Je dis pas ça pour voilà comme ça, Mmh. mais on est vraiment très, très, très tous motivés. On participe. Alors je sais que c'est pas du tout bien de dire une aventure, etc. Mais c'est la vérité parce que même si tu discutes avec eux, tu verras que on a l'impression en fait, si tu veux, de moderniser vraiment un secteur très à l'ancienne, très archaïque, et on a l'impression de mettre notre pierre à l'édifice. Et du coup, c'est vraiment une satisfaction personnelle, humaine, et on aimerait dire dans 10, 20 ans, bah, c'est un peu nous qui avons réussi à un peu dépoussiérer le monde de l'assurance, à moderniser la distribution, et c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Donc oui, l'objectif est de faire un maximum d'argent et voilà, de créer la plus grosse boîte possible. On veut créer un champion européen de la distribution d'assurance pour les pros. Donc on a des très grosses ambitions, mais après voilà, il y a énormément aussi de choses à côté de ça qui sont aussi très importantes, comme le bien-être au boulot, comme voilà, l'entente entre tout le monde. Vraiment, moi, on a tous besoin d'avoir le sourire quand on arrive au travail. Mmh. Moi, quand
c'est mes collabs qui me disent écoute David, je me suis réveillé cette nuit, j'ai eu une idée de fou sur telle ou telle feature. Enfin voilà, c'est quelque chose, on sent qu'on vit, on transpire Mmh. sur Up et c'est ça qui nous plaît au quotidien, quoi. Le troisième mot que tu as choisi, c'était bonheur. Ouais. C'est ce que tu as réussi à obtenir en étant entrepreneur? Bah, c'est ça, c'est que j'ai jamais été aussi heureux, dans ma vie, hein, et depuis quelques années. Alors c'est peut-être parce que je me marie aussi dans 2 semaines, que Félicitations. merci, et voilà, et j'ai une fiancée exceptionnelle aussi qui m'aide aussi, hein, à surmonter tout ça. Parce qu'il faut savoir que quand tu es entrepreneur, bah, tu as toujours des gens, qu'on dit dans l'ombre, qui sont Mmh. là pour te soutenir, pour t'aider, et donc voilà, j'en profite à petite dédicace à mon fiancé. Est-ce qu'inversement, en tant qu'entrepreneur, on est quand même disponible pour, ses proches et enfin, est-ce qu'on a une vie à côté, en fait? Bah, effectivement, c'est vrai que moi, je suis du genre, alors je sais pas, je pense qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs, mais moi, c'est vrai que je suis du genre à beaucoup, beaucoup travailler, que ça soit au bureau ou chez moi le soir. Donc, ça peut être effectivement un peu difficile de temps en temps, mais c'est vrai qu'il faut savoir faire la part des choses. De dire, bon, allez, ce soir, je vais aller au resto, voilà, je vais passer un peu de temps avec ma famille, avec mes amis, et c'est important aussi de savoir couper de temps en temps. Tu vois, par exemple, là, je suis parti 4 jours chez un pote à moi pareil, qui était entrepreneur, qui a revendu sa boîte, qui est parti vivre dans le sud. Et ça m'a fait énormément de bien de couper. Et je suis revenu encore plus chaud, comme on dit. Donc, c'est important de savoir faire la part des choses. Mais effectivement, moi, personnellement, je suis très, très investi dans mon travail. Est-ce que cette capacité à faire la part des choses, elle s'apprend aussi au fur et à mesure de sa vie d'entrepreneur? Tu le Ouais, ouais. faisais déjà, avec ta première boîte ou tu étais à fond dans Bah, l'entreprise et tu mettais un peu de côté ta vie perso et c'est quelque chose que tu as appris au fur et à mesure? Bah, je pense que ça dépend de ta situation perso. C'est-à-dire, si tu es marié, tu as des enfants, je pense que c'est pas la même chose que si tu es célib, et Mmh. que tu peux, voilà, tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Donc, je pense que ça dépend vraiment de ta situation personnelle. Et c'est vrai que, voilà, quand tu es plus jeune, bah, tu peux te donner un peu plus à fond. Et après, quand tu commences à avoir une famille, il y a des nuits à faire avec des enfants qui pleurent, etc. Donc, c'est aussi, même physiquement, c'est plus compliqué. Donc, j'en suis pas encore là, j'espère bientôt, mais effectivement, il faudra savoir aussi faire la part des choses. Ouais. OK. Quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite se lancer, dans l'entrepreneuriat ou alors qui est en train de se lancer? Bah, de jamais rien lâcher, ça c'est vraiment la première chose. C'est que, bah, tu vas tomber, il faudra se relever encore plus haut, il faudra, comme je te disais, rebondir parfois, il y aura sûrement des échecs, il faudra les accepter psychologiquement, donc voilà. Merci beaucoup David. Bah, merci à toi, et puis, voilà, plein de bonheur à Drop the Mic, Drop the Mic, je sais pas comment trop Drop dire the ça, mais, mic, c'est bien ça. Drop the Mic. OK, bon, en tout cas, c'était super cool de discuter avec toi. Bonne chance à Drop the Mic, et bon courage pour la suite, Alexandre. Merci beaucoup, à bientôt. À très bientôt. Drop the Mic est un podcast produit par Comptalib, l'entreprise qui révolutionne la comptabilité grâce à son application web et mobile de tenue comptable automatisée, conçue spécialement pour les entrepreneurs et les auto-entrepreneurs.